Tintin. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 134 de Beats. Je suis Christophe et je suis accompagné de Bertrand. Bonsoir à tous. Voilà, le duo infernal pour ce soir. Ouais. On a pas mal d'actu, on a des annonces de matos, on a des nouvelles offres de services en ligne, on a des hacks, plein de hacks super intéressants, on va en parler, des annonces aussi chinoiseries, Ouais. des télés qui sont là, de trucs français, des rachats qui vont me plaire. Plein de choses super intéressantes. J'espère que vous allez bien et je vous propose de commencer sans plus attendre par une annonce d'une petite boîte américaine pas très connue qui lance un petit produit de niche. Moi je pense que c'est prometteur. C'est prometteur, tu te mouilles. Hein. Je sais pas s'ils vont trouver leur marché puisque c'est Apple qui a annoncé les AirPods Pro. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est donc ? C'est la suite en mieux. Ah, on va dire ça comme ça. Très bien. Donc en version pro, allez, je vous mets des petites captures d'écran pour que vous puissiez voir de quoi on parle. Donc ça, c'est les nouveaux AirPods Pro, donc AirPods qui nous permettent d'avoir en fait la capacité de faire de la réduction de bruit active. Donc du noise cancelling. Exactement. Donc on retrouve comme sur les précédents AirPods, en gros tout ce qui marchait très bien. Donc on va retrouver la charge sans fil, on va retrouver aussi la possibilité de dire dis Siri, la possibilité d'avoir, et bien sûr j'ai dit la phrase qu'il fallait pas. On retrouve le petit boîtier. Alors si vous voyez le petit boîtier un petit peu différent, il est plus large. Hop, je vous le mets comme ça aussi. Donc il est plus large que le précédent. Pourquoi donc ? Parce que ils sont un petit peu plus volumineux, donc avec des petits embouts qui s'adaptent en fait aux oreilles et qui nous permettront comme ça de pouvoir vraiment bien les insérer. Hop. Et donc comme des vrais intras en fait. Exactement, comme des vrais intras, exactement. Donc ils vont rentrer un petit peu plus au niveau des oreilles et on va avoir comme ça la possibilité d'avoir une meilleure annulation de son, mais aussi un meilleur son. Bah, oui. Donc c'est tout l'intérêt. Donc dans ce que j'ai pu voir, donc moi j'ai pas pu les tester en toute transparence, mais par contre j'ai vu pas mal de tests. Visiblement ils ont fait du bon boulot avec un produit c'est étonnant. Non, en plus moi je suis, tu vois, c'est pas trop mon truc, donc je suis vraiment. Il le porte même pas sur lui. Non, effectivement. et donc là vraiment ce que l'on a en fait, c'est que on est sur un truc qui est assez usage grand public en fait, en tout cas, avec comme à chaque fois sur Apple, pas de possibilité de changer l'équaliseur ou quoi que ce soit, hein. Donc on est vraiment, on met, on pose, ça convient, tant mieux, ça convient pas, mais on prend pas du Apple. Voilà. It just works. Exactement, mais on se prend pas la tête, donc on met, alors, ça fonctionne. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est grand public pour un produit étiqueté pro. Oui, exactement. Mais c'est leur appellation pro. Leur téléphone pro ont rien de pro. C'est toujours du Lightning, il n'y a pas d'USB-C. C'est logique. Non, mais c'est logique. La version pro sort avec des appareils photo bien meilleurs, parce que bien sûr, les pros ont besoin d'appareils photo sur leur téléphone. Enfin, ça c'est une appellation. Hein, voilà, c'est le premium. Exactement, voilà. C'est la marque premium Apple. Là, ce que l'on a, donc une réduction de bruit actif. Ce qui est intéressant, c'est niveau autonomie quand même. On est à 5 heures au niveau de avant, en fait, sur les anciens boîtiers. Et là, on est entre 4h30 et 5 heures avec la réduction de bruit. Donc, c'est quand même pas rien. Et ce qu'ils nous disent, bien sûr, c'est on a jusqu'à 24 heures dans la mesure où on les remet dans le boîtier. Et ça, quand même, ça recharge assez vite. Donc, c'est un vrai confort. Donc, le boîtier a 15 heures d'autonomie en plus de la recharge initiale des trucs. Ouais, okay. Exactement. Okay. Après, ce qu'ils nous disent, c'est que donc on a une adaptation avec une captation du bruit. Et on a la possibilité, en fait, il va capter jusqu'à 200 fois par seconde tous les bruits qui circulent autour des oreilles pour arriver à les annuler. Mais on a également une autre possibilité, c'est d'appuyer dessus et d'arrêter le fait d'avoir le noise cancelling. Okay. Et ça, c'est pratique. Vous êtes dans la rue, vous traversez la route ou autre, c'est très dangereux. Ben, vous désactivez le noise cancelling et donc, c'est les micros qui vont vous restituer le bruit ambiant. C'est ça. Voilà. C'est connu, en fait, la plupart des casques annulation de bruit font ça, ils ont un mode street qui du coup laisse passer, enfin ils coupent pas le noise cancelling, c'est ça, ils captent le son ambiant avec les micros qui sont à l'extérieur et ils vous le retransmettent. Dans les oreilles, exactement. Donc là encore, ça marche très bien, vraiment il n'y a pas de souci dans ce que j'ai pu voir au niveau des différents tests. Bon, maintenant au niveau tarif, ben forcément, c'est pro. Le tarif Apple. Donc c'est le tarif pro. Voilà, la taxe pro. Voilà, c'est la taxe pro. Donc on va se retrouver à 279 versus 229.
sur de la recharge sans fil, enfin, avec les AirPods à recharge sans fil, parce qu'il y a les AirPods sans recharge sans fil qui, eux, sont moins chers, ils sont à 179, donc les premières versions. Donc 279 par rapport à 229 pour du pro. Bon, c'est très cher, moi je trouve, mais c'est pas affolant. Et on est par contre dans les tarifs du marché, c'est-à-dire que les concurrents. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on est dans les tarifs des autres concurrents sur les gammes de casques à réduction de bruit. Alors pour le coup, pas forcément intra sans fil, mais casque autonome sans fil, véritable casque. On est dans ces gammes de prix là à peu près. Ouais. Donc pour une fois, on n'est pas au-dessus. Sauf les derniers Bose quand même là, les derniers sans fil, les 700 quelque chose, ils sont un cran au-dessus. Ouais, exactement. Après, ces Bose aussi, mais ils sont aussi positionnés sur la partie luxe, hein, comme Apple. Oui, et ils ont sûrement un meilleur rendu sonore, je pense, que pourrait avoir Apple avec ces AirPods là, même si c'est pas mauvais, hein. C'est juste que sur la taille de ces intras-là, tu vas avoir moins de dynamique de la musique qui va être restituée. Mais ça, c'est exactement ça. C'est inhérent à la taille de l'écouteur. Après, donc, au niveau du travail, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de soucis particuliers. Ils sont un petit peu plus courts, juste au niveau de l'aspect, mais visiblement leur rendu au niveau un petit peu moins long, mais leur rendu au niveau du son n'est pas pénalisé pour autant. Okay. Donc ils ont quand même réussi à faire une bonne captation sonore. Donc voilà pour la news sur la partie AirPods qui est arrivée et qui a été annoncée par contre en catimini, c'est-à-dire sans keynote. Bon, on va faire une keynote juste pour ça. Ouais, mais ils ont plein de choses à annoncer. Je sais pas ce qu'ils font là pour nous le dire là. Mais quoi, avant tu crois? Bon, est-ce que tu vas en prendre? Moi, alors j'ai les AirPods 2 et j'ai déjà un casque anti-bruit Bose, donc un gros casque, donc qui annule mieux quoi, exactement. Bah voilà, la référence. Enfin, c'était la référence. Maintenant, ils ont sorti la nouvelle version, mais pas assez d'écart pour que je change. On est bien d'accord. Bah écoute, très bien. S'il y en a qui les prennent, n'hésitez pas à nous faire votre retour, que ce soit sur Slack pour ceux qui sont, ou dans les commentaires sur YouTube pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. On enchaîne avec une autre annonce. Oui. Cette fois, c'est pas du matos, c'est du service à la française. Exactement, du français. Pour du cloud gaming. Ça fait plaisir. Non, même pas que du gaming d'ailleurs. Non, du cloud, du VDI, ça s'appelle d'ailleurs. Ouais, alors ils se positionnent sur le marché du gaming, effectivement, dans leur communication, donc c'est tout à fait normal de parler de gaming, mais ils proposent un véritable ordinateur, et c'est effectivement Shadow. Donc, hop, je vous mets directement l'annonce. Donc Shadow qui change son fusil d'épaule un petit peu, puisqu'il avait une offre unique qui était censée répondre à tous les besoins, et il vient décliner sa gamme maintenant en 3 offres. L'offre unique étant au tarif de celle qui est au milieu actuellement, donc c'est-à-dire à 29,99 €. Donc là maintenant ils vont pouvoir décliner avec une offre Boost à 14,99 €. Une offre à 29,99 € qui est le tarif actuel, et une autre Infinite, la Black Card, à 49,99 €. Donc c'est quoi les différences? C'est que la Boost, c'est l'offre actuelle. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes avec la Boost, vous avez ce que propose aujourd'hui Shadow, c'est-à-dire de la Full HD. Alors là, ils mettent Full HD, c'est plus sur la partie, on va dire, communication marketing, parce qu'on peut faire de la 4K avec l'offre actuelle. Donc on pourrait parfaitement mettre 4K à la place. Une GTX, donc 1080, on a 3,4 GHz 4 cœurs, 12 Go de RAM, ce qui est déjà extrêmement bien. Et si on regarde la suite, 256 Go de disque dur, un Windows 10. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un Windows 10 qu'on vous propose, sur lequel vous pouvez installer des jeux. Mais c'est bien un Windows 10 complet qui est proposé. Donc cette offre-là, vraiment la 14,99, 12,99 si on le prend à l'année, eh bien, je trouve qu'elle est extrêmement séduisante. Je suis tout à fait d'accord avec toi, complètement. Et donc, pour le coup, moi, j'ai craqué. Donc, déjà, ça y est. J'attendais que ça, en fait, que ça baisse un peu au niveau tarif, et là, c'est plus de la moitié, donc bon, ben voilà. D'accord, donc tu as précommandé cette offre-là. Exactement, février. Donc, je vous ferai, si vous êtes intéressé, dites-nous ça dans les commentaires ou la chatroom. Si vous êtes intéressé, je vous ferai un petit test dessus. Et surtout, je ferai une comparaison avec l'offre Stadia. Et donc l'offre Stadia de Google, donc que je n'ai pas, mais que t'as précommandé aussi ? Non, voilà, je connais quelqu'un qui l'a précommandé, donc je pourrais le tester.
et qui est elle, dédiée au gaming, et je pense que ça joue en tout cas sur le fait qu'ils aient changé. Sur la partie ultra, donc on a du 4K, de la RTX 2080, c'était très attendu la partie RTX sur Shadow. Ray tracing, Donc évidemment. voilà, du ray tracing qui arrive, et je dirais que c'est normal, là, il fallait qu'ils y aillent. Donc là, ils y sont allés, et Il avait c'est très promis, bien. c'est-à-dire qu'au lancement, ils avaient promis qu'ils renouvelleraient régulièrement, alors pas chaque année, il y a 1 an et demi ou 2 ans à peu près, pour les nouvelles cartes graphiques. Oui, tout à fait. Et ils ont un peu tardé d'ailleurs à le faire. Oui. Donc là, ça y est, ils proposent. Donc on passe là à 512 Go de stockage, donc très bien. Heureusement, parce que ça s'entend. c'est un peu étriqué de Ça va vite. Et l'offre Infinite. Donc là, celui qui proposait l'offre disait c'est vraiment, voilà, on est sur de la Rolls et on est sur... Là, on est sur du pro, pour le coup, parce qu'une Titan RTX, ça a un usage pour les pros avec des offres pour faire du rendu 3D ou encore du montage vidéo. On est vraiment sur des cartes pro qui sont faites pour ça. Donc là, tu peux faire du design 3D sans problème dessus. 32 Go de RAM, il faut ça pour carrément. Et donc tu passes à 1 Tera. En fait, à chaque fois, tu doubles. Donc au niveau du disque dur. Donc là, tu passes à 1 Tera de disque dur. Et là encore, ça a du sens. Tu veux faire du rendu 3D ou autre. Ouais. Non, mais la gamme est claire. En fait, c'est super lisible. Et le boost entrée de gamme est assez intéressant, tout à fait. L'ultra, bon, mais c'est pour vraiment ceux qui veulent de la qualité pour jouer. Ouais, qui veulent pousser en ray tracing et qui ont la connexion qui suit avec. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut une connexion derrière. Alors on n'a pas le détail des bandes passantes encore, mais la version Boost, elle est annoncée, je crois, pour à partir de 5 mégabits par seconde, un truc comme ça. Alors moi dans ce que j'ai lu, vraiment, c'est pour que ça tourne vraiment bien, quelle que soit l'offre, c'est plutôt 15. Enfin vraiment 15, tu es bien. Voilà, 15 c'est confort. 15 ça passe, okay. tu as la qualité. Et après, bon, clairement, à partir de, je pense que l'offre Ultra Infinite, on est sur de la fibre, hein, si on veut vraiment en profiter. Enfin, si on veut vraiment avoir le gain, en tout cas visuel, que ça soit pas trop compressé, je pense qu'il n'y a pas trop de miracles. Évidemment. D'accord, ok, bon, cool. Écoute, il faut que je... Dernier point, je l'ai oublié, et ils migrent également leurs infras, au moins en partie, sur OVH. Donc il reste français aussi. Ah ouais. Et je pense que c'est ce qui aide aussi à faire ce gain de tarif. Après, il y a de la concurrence qui arrive. Il y a du Microsoft avec son offre cloud là qui n'en finit pas de sortir. C'est un peu ça. Non, non, ça devrait arriver là dans 10 jours à peu près. Non, ils l'ont annoncé le mois dernier pour un démarrage en mi-novembre. Ça devrait pas tarder. Mais oui, effectivement, ils se positionnent, comme ils sont précurseurs, ils se positionnent bien au niveau gamme de tarifs. Et en plus, ils ont fait un gros partenariat avec OVH. Ils avaient même Octave Klaba, fondateur d'OVH, qui était sur scène pour leur keynote. Tout à fait. En mode Totally Roots, là. C'était assez rigolo, mais bon. Ça va avec l'esprit de la boîte. Ça va avec l'esprit de la boîte, start-up entrepreneur à la française, copains qui se connaissent, crac, on lance un truc ensemble. Mais moi, en tout cas, l'offre, moi, je trouve ça vraiment très bien. Je trouve que c'est très bien qu'ils soient sur ce segment-là, en tout cas. Ils ont une offre très différenciante quand même par rapport aux autres. Ils ont tout pour réussir. Moi, après, la question, c'est quand est-ce qu'ils se font racheter? Ils font du bureau virtuel en fait, avec une carte graphique. Donc ils font pas une vraie offre de cloud gaming comme peuvent faire les autres. Donc c'est vraiment différenciant. Se faire acheter, je vois pas par qui, parce qu'en fait tout le monde avance vers ces sujets, mais sur du cloud gaming directement. Donc virtualisation de console ou de plateforme de jeu. Comme si c'est pas racheté, dans ce cas, c'est quand est-ce qu'ils sortent des partenariats avec des fournisseurs d'accès type Orange, Free par exemple. Voilà, c'est du... Ouais, mais non, pas Orange. Orange, ils vont jamais te fournir un PC. Orange, ils vont te fournir des services... T'as pas besoin d'aller bidouiller des trucs, donc ils vont te fournir du clé en main. Clé en main, oui, mais ça peut être une offre dérivée justement clé en main. Donc là, alors typiquement dans les annonces qui présentent, si on se connecte maintenant sur un téléphone, mais là c'est les évolutions de l'application. Si on se connecte depuis un téléphone ou une télé connectée, on a maintenant une mosaïque qui apparaît avec toutes les applications installées et on peut directement cliquer pour lancer l'application. Voilà. Ils font un lanceur à la Steam un peu. Exactement. Donc ça fait partie des petites nouveautés. Et c'est tout à fait judicieux parce qu'effectivement, quand on se connecte avec une télé, on n'a pas forcément une souris, à la manette, c'est pas évident. Donc, ils proposent ce type de lanceur-là. C'est pas encore optimisé, mais ils y arrivent. Hein. Et donc, pour le coup, je me dis, ça commence à devenir du simple à utiliser, même s'il faut installer tes propres programmes.
pourquoi pas faire des partenariats, je pense que ça pourrait être pas mal. Je sais qu'ils discutent, parce que dans les interviews, ils en parlent, ils disent qu'ils discutent avec les opérateurs. Je pense qu'ils, par contre, tu as raison, ils cherchent à trouver le bon segment, la bonne offre de service à proposer. Mais je pense qu'il faut, et ça serait bien qu'ils aient ce type de coup de boost-là. Je sais pas pour être chauvin, mais bon, voilà, les plus enclins, je pense, à proposer ça serait Free, parce que Free, ils sont en train d'agréger un maximum de services autour de la Freebox Delta. Et en plus, ils ont plutôt cette culture à la geek, donc plutôt tech, et c'est typiquement une offre qui s'adresse à ce public-là. Donc à la rigueur, ce serait plutôt Free que je verrais packager l'offre. On va s'en parler un peu plus tard de Free, justement. Et ça reste un entrepreneur à la française. Donc voilà, et on aura fait le tour de la France, comme ça, c'est parfait. Et affaire à suivre, mais ok, j'attends ton retour avec impatience, et peut-être que d'ici là, j'aurai pas le temps d'attendre. Enfin, pas la patience d'attendre plutôt, et j'aurai craqué aussi pour l'offre, on verra bien. Parce qu'en plus, il y a Diablo 4 qui a été annoncé, et tu vois. Ça tombe bien. Et il y a également au mois d'avril Cyberpunk. Et voilà, qui demande des grosses ressources. Toutes les planètes sont alignées, j'ai pas le choix. Ok, très bien, merci. Bon, après une offre de service qui marche bien, une offre de service qui marche moins bien. Puisqu'on va parler de piratage de chez NordVPN, ce fameux sponsor de l'ensemble des youtubeurs de la planète. Sauf nous. C'est ça. On en avait fait une joke là-dessus, d'ailleurs, une précédente Bits avec Cédric. Tout à fait. Et bien voilà, petit hack en bonne et due forme, dont tu vas nous parler un petit peu plus en détail. Mais justement, en fait, alors on parle bien d'un piratage, donc il y a eu un piratage. Bon, après, c'est pas si grave, en fait. C'est juste que on en parle aussi parce que c'est NordVPN et qu'ils ont inondé avec tout le monde en disant, venez avec nous, c'est la sécurité, protégez-vous, c'est la sécurité. Forcément, derrière, au moindre problème, on a le retour de bâton et on se retrouve à être un petit peu, alors pas moqué, mais en tout cas être mis en avant sur dès qu'il y a le moindre problème. Donc le problème est pas si grave que ça, mais c'est quoi? C'est simplement que on a eu des copies d'écran de fichiers de configuration de serveurs NordVPN qui circulaient en fait sur les réseaux sociaux et qui ont fait confirmer par la société, voilà, qu'il y avait bien eu une attaque. Donc attention, donc NordVPN en fait, donc c'est un VPN, donc ça veut dire qu'il vous propose des serveurs, vous vous connectez à un serveur, et votre connexion entre votre ordinateur et le serveur est cryptée, et ensuite le serveur, lui, chiffré, bien sûr, tu as raison, pas de ça chez nous, monsieur. Soyons précis. Et ensuite, c'est ce serveur-là qui donc expose l'adresse IP du serveur auquel on est connecté pour aller sur les sites internet, et donc ça vous protège parce qu'on peut pas vous retrouver par l'adresse IP, ne serait-ce que ça. Même si ça fait longtemps que les sites ont arrêté de vous fliquer que par l'adresse IP. Donc si vous faites que ça, on peut quand même vous retrouver par d'autres éléments. Mais là, il faut vraiment vous chercher. Voilà. Et ou que le VPN garde des logs de tes connexions et les fournisse à des autorités qui ont la main dessus. Mais là, je parle de sites web. C'est carrément les sites qui peuvent se retrouver, mais qui font plus des agrégations d'informations comme la résolution, la langue du navigateur, le navigateur utilisé, et petit à petit, ça fait plus qu'une seule personne. Ça s'appelle du fingerprint. Exactement. Donc on relève ton empreinte sur Internet, indépendamment de ton adresse IP, on peut réussir à te reconnaître effectivement par d'autres biais. Bon, donc là, en tout cas, sur NordVPN, ce qu'il propose, c'est cette filtre-là, et là, on se dit, c'est bon, je suis protégé, on ne peut pas avoir accès à mes données. Et pour cela, il faut que le serveur sur lequel on se connecte soit sécurisé. Et NordVPN ont des serveurs partout dans le monde, et donc ils passent par des prestataires, et il se trouve qu'un prestataire a laissé une backdoor en fait sur un des serveurs, et ce serveur s'est fait pirater, et donc le serveur ayant été utilisé par NordVPN, et bien NordVPN s'est retrouvé à avoir des informations d'un serveur qu'il louait qui ont été diffusées. Donc, qu'est-ce qui a été diffusé? Donc, on a une clé privée de certificat SSL qui est depuis expirée, qui a été divulguée. Et le principal risque que l'on avait, c'est que il y a une attaque de type man in the middle qui est tous ceux qui sont connectés à ce serveur-là. Si moi j'ai accès au serveur en tant que pirate, je récupère les informations du serveur en fait, et je peux voir des informations sur le trafic. Et là, on commence à être plus embêté, effectivement, puisqu'on vient chercher l'anonymat et qu'on se retrouve avec des informations qui circulent. Oui, c'est-à-dire que tu vas pas, en général, sur ce genre de service pour aller surfer sur ton site de news habituel. Tu vas plutôt pour te masquer quand tu vas faire des trucs, tu sais pas trop. Ouais. Donc oui.
Exactement. Donc, c'est le risque qui était donné. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y a aucun log. Bon, tant mieux, parce que s'ils nous disaient, effectivement, ils ont accès maintenant à tous les logs parce qu'on léguait tout, alors que dans notre politique de confidentialité, on dit qu'on log rien, ça serait un peu problématique. Donc là, ils disent, aucun log, en tout cas, n'a été divulgué puisqu'il n'y a aucun log. Donc, il n'y a pas de registre d'adresse IP ou autre. Puisqu'ils ne loguent pas les informations. Et donc, il n'y a eu aucune possibilité à ce niveau-là. Par contre, potentiellement, il y a eu la possibilité de voir le trafic passer, mais le trafic était crypté. Chiffré. J'y arriverai pas. Presque. J'en suis sûr de... Je t'ai regardé quand je fais... Bon, donc, trafic est chiffré. Donc, ils ont vu le trafic, mais t'es chiffré. Mais voilà, si t'es une attaque man in the middle, tu peux le voir. Normalement, si t'as le certificat, tu peux déchiffrer, voir ce qui se passe. Mais bon. Ok. Voilà. Tu copieras 50 fois le mot chiffré. Exactement, ouais, je le mérite. Je le mérite. Et sans copier-coller. Après, et ce qui s'est moins dit, parce qu'ils font moins de pubs, c'est pour ça que je vous dis, ils ont été vraiment mis en avant parce qu'ils font beaucoup de publicité, et qu'on en parle beaucoup, donc forcément, au moins de incidents, ben, ça fait cliquer, hein, ça fait regarder. Et mais il y a eu également Torguard qui a eu le même problème en 2017, et la société aussi Viking VPN qui a visiblement eu le même problème. Donc Torguard l'ont effectivement avoué. Viking VPN pour l'instant n'ont pas fait de déclaration dessus. NordVPN là a mis du temps à communiquer, mais en fait ils ont mis du temps à avoir l'information, c'est-à-dire que leur prestataire ne leur a pas communiqué l'information visiblement, comme ça, quoi ils ont eu un problème de sécurité. Et quand ils ont eu l'information, ils nous ont dit qu'ils ont mis du temps, enfin c'est ce qu'ils disent, pas moi bien sûr, qu'ils ont mis du temps pour communiquer, le temps de faire un audit pour savoir qu'est-ce qui a véritablement fuité. Et donc c'est pour ça qu'ils ne communiquent que maintenant sur un incident qui s'est fait en 2018. Bon, il y a quand même un truc bien à tirer, c'est qu'ils ont communiqué dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à enterrer l'affaire, donc ils ont été transparents, c'est un minimum. Bon après, ça s'était diffusé vraiment avant qu'ils communiquent dessus, donc ils auraient du mal à enterrer. La RGPD aussi aide pas non plus, c'est-à-dire qu'avec RGPD, il faut déclarer toute intrusion qui peut concerner des données personnelles. C'est ça. Ils disent que c'est pas le cas. Voilà, donc effectivement, ils ont l'obligation de le faire puisqu'ils sont basés en Europe. Ouais. Ok, bon après... Ce genre de service VPN, tu as toujours des doutes, hein. T'en as tellement plein, tu sais jamais vraiment ce qu'ils valent. NordVPN, ils faisaient beaucoup de pubs, donc c'est ça aussi qui les pénalise. Après, voilà, faut pas s'attendre à des miracles non plus. C'est notre ami Corben qui avait, lui, expliqué aussi comment créer et installer son propre serveur VPN. Ouais. L'installer toi-même sur une boîte dédiée, tu vois, tu prends un serveur dédié, tu installes juste ton serveur, et du coup tu t'en sers toi comme relais. Majoritairement quand tu es sur des Wi-Fi publics, tu vois, où là, pour le coup... T'es quasiment sûr d'être surveillé, espionné, en tout cas d'avoir des collectes de ta connexion. Ben, c'est un usage où tu peux créer toi-même ton propre serveur VPN. C'est vrai. Voilà. C'est une alternative, mais bon, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis. Bien, après un piratage, on va parler un petit peu de hack, et un hack, mais il est au top, aux petits oignons. Celui-là, il m'a fait tellement plaisir que je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé, avec un titre à rallonge, mais qui tient dans la vidéo, c'est parfait. Ça s'appelle Light Commands. Light Commands, c'est le nom du hack qui a été révélé. Donc c'est des chercheurs en fait en sécurité qui ont trouvé ça, qui est un hack autour des assistants vocaux. Donc vous savez, nos amis Siri, Alexa, Google, etc. Qu'ils ont pu attaquer avec des lasers. Oui, monsieur, avec des lasers. Ouais. Alors pas pour les détruire ou les faire fondre. Non, pour déclencher des commandes vocales dessus. Exactement. Alors ça fonctionne aussi avec plein d'autres trucs, hein. Il n'y a pas que ces assistants-là, ça fonctionne avec le Facebook Portal, tu sais, le visiophone de Facebook. Voilà. Et puis certaines tablettes et téléphones qui ont des micros exposés. Voilà. On nous parle effectivement dans la chatroom de Jean-Michel Jarrattac ou de Laser Game, tout ça, c'est évidemment ça. Alors c'est un papier, un white paper qui a été publié par ces chercheurs-là, c'est un ensemble de chercheurs japonais et à la fois de l'université du Michigan. Et le principe, c'est quoi? C'est de l'injection. Donc, ils vont injecter des commandes, mais par un laser. Donc, de manière totalement inaudible et parfois même invisible. Alors, je vais vous montrer un petit peu 2-3 trucs. Voilà. Donc là, vous avez un magnifique Google Home qui est installé sur un trépied, puisqu'en fait, en face, il y a un pointeur laser. Vous voyez le gros laser bleu qui est pointé dessus. Et alors, comment ils font ça? Eh bien, c'est très simple. Ils ont un petit laser, vous voyez, donc là tu as le laser qui est monté. Alors là ils ont fait des tests de distance dans un très grand couloir, donc tu as un laser monté, donc là il est derrière un téléobjectif, on va en reparler, et puis tu as un ordi avec de l'appareillage, dont je vais vous détailler un petit peu le principe juste après,
qui va tirer sur la cible, donc ici le Google Home, et l'ordi va être capable du coup de moduler un petit peu le fonctionnement du laser pour que ça provoque le déclenchement d'une commande vocale sur l'assistant qui est en face pointé par le laser. Surprenant, vous me direz. Et en fait, du coup, tu peux déclencher des commandes, donc ça veut dire que tu peux faire tout ce que fait ton assistant vocal à distance par quelqu'un d'autre. Donc tout ce qui est domotique, hop là, c'est parti. Ouvre la porte du garage. Ouvre la porte du garage, pas de problème. Donc là, piou 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 piou, hop, ouvre la porte du garage, c'est parti. Tu peux imaginer aussi tout ce qui va être achat en ligne. Donc là, nickel, propre. Tout ce qui va être aussi démarrage ou déverrouillage de véhicules qui peuvent être connectés. Il y a des BMW, je sais, qui sont connectés comme ça, ou des Tesla aussi qui peuvent l'être. Et puis, je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez autour de tout ce qu'on peut faire avec ça. Évidemment, ces assistants-là ne sont pas sécurisés. La plupart du temps, ils ne sont pas sécurisés, donc tu peux directement déclencher des commandes, pour peu que tu sois à portée vocale de l'assistant. Mais là, du coup, la barrière est un peu plus loin, puisque moi, j'avais toujours cette crainte, effectivement, que tu aies un intrus ou un voisin ou quelqu'un, tu vois, qui, de l'extérieur de la maison, essaie de déclencher ton truc. Il disait avec un haut-parleur contre la vitre, essayer de faire passer les instructions. Mais ça, à la rigueur, ça s'entend. C'est-à-dire que des gens dans la rue ou des voisins vont l'entendre et pourraient, du coup, être alertés ou te prévenir et tout ça. Là, c'est pas discret. Voilà, c'est pas discret, exactement. Là, pour le coup, c'est complètement discret. Alors, pas tout à fait, parce que tu as quand même une lumière qui peut apparaître. Alors, tu as certains lasers infrarouges, notamment, que tu peux utiliser, qui vont, du coup, pas être visibles. Donc là, tu es vraiment en totale transparence. Voilà. Alors, le système a une portée jusqu'à 110 mètres, donc c'est pas rien. Et surtout, ils arrivent à faire des trucs assez intéressants, comme ça, entre différents bâtiments. Donc, évidemment, ça passe pas les murs, mais ça passe à travers les vitres. Oui. Donc, pour peu que ton assistant soit visible à travers ta vitre, et un voisin qui a un vis-à-vis sur toi peut aller attaquer cet appareil-là, tu vois. Donc là, tu as un schéma dans lequel ils ont fait ce essai-là, avec une tour en face de leur bâtiment, et ils ont pu atteindre avec le rayon laser jusqu'à 70 mètres avec un angle en particulier, un assistant derrière une vitre, enfin du coup derrière deux vitres. D'accord. Alors l'autre particularité de ça, c'est qu'au niveau équipement, c'est relativement abordable. Donc je vous remets cette photo-là, tu vois, niveau équipement, tu peux acheter un laser, donc bon là c'est un gros laser, mais ils expliquent que ça marche très bien avec un tout petit pointeur laser du commerce que tu peux acheter, donc à autour de 18$. Le plus gros du prix en fait va être autour de l'équipement que tu as juste à gauche là posé sur la table, donc tu as un oscilloscope, mais après tu as un petit équipement posé qui est un driver en fait pour le laser, donc c'est en gros un appareil qui va permettre de travailler à moduler l'intensité de la lumière émise par le laser. D'accord. Voilà. Et alors du coup, quand tu fais ça en fait, tu vas créer du coup un système d'ondulation sur l'intensité de ton laser, et ça va être capable de travailler sur la membrane du micro qui est pointé. Alors ça vise un type de micro en particulier, donc c'est des micros MEMS, c'est des Micro Electro Mechanical Systems. Donc c'est un principe de micro qui va reprendre l'équivalent de ce qu'on connaît en micro classique. Donc tu as l'équivalent d'une membrane en fait, qui va vibrer lorsqu'elle est en contact avec du son, et la vibration va provoquer un signal électrique qui va du coup être transmis à l'appareil derrière, et du coup à toute l'électronique de l'appareil. Et donc là, tu as l'équivalent de la membrane, qui cette fois va être mise en action par le faisceau du laser. Et ce faisceau variant, du coup, il y a une modulation sur ce faisceau-là, ça va du coup faire bouger cette membrane-là. Okay. Alors, les chercheurs n'ont pas précisément la raison du pourquoi la lumière interagit de la même manière que le son sur la membrane, mais la membrane en tout cas est sensible au rayonnement du laser par-dessus. Et ils arrivent du coup avec ça à l'ondulation créer, du rayon. Voilà, ils arrivent à créer un signal électrique derrière qui est l'équivalent d'une commande vocale reçue par l'appareil. Donc un truc de malade. Je sais pas comment ils ont eu l'idée d'aller chercher ça. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est l'idée. Voilà, donc c'est assez fou. Bon, après il faut faire attention, c'est-à-dire que il faut être capable aussi de bien viser au bon endroit. Donc là ils t'expliquent que dans leur démo où ils arrivent à ouvrir une porte de garage, il faut bien viser le pointeur laser, donc là ils font avec un laser vert, à l'endroit où il y a le micro, puisqu'il faut vraiment que le laser touche la membrane même touche la membrane du micro. Voilà. Donc c'est pas juste je touche l'assistant, il faut bien être au bon endroit. Donc là il y a une vidéo, vous allez voir sur lightcommands.com, donc les commandes à base de lumière.com, vous allez avoir plusieurs démos en vidéo où ils font une ouverture de porte de garage par l'intermédiaire d'un pointeur laser. C'est assez ouf. Voilà. Donc ça fait peur, mais bon. Voilà. Ça fait peur, mais les cas d'usage sont quand même ultra limités quand même. C'est super abordable quand même au niveau matos. Non mais j'imagine un cambrioleur qui arrive quand même avec le laser, l'oscilloscope, le machin pour arriver à faire ouvrir. L'oscilloscope n'est pas nécessaire en fait. Au niveau appareillage, tu as juste besoin du driver qui est posé sur la table avec un petit boîtier.
Ok. Et, mince, pardon, et d'un pointeur laser. Donc, Et du pointeur. et du Et pointeur. de l'ordinateur pour envoyer des instructions. Pas forcément, c'est-à-dire que là ils le font sur l'ordi parce qu'ils ont tout Ah, programmé ça dessus. enregistre en fait. Ouais, Mais ok. tu pourrais avoir en fait, t'imagines, je mets un Raspberry Pi ou un petit truc à côté qui D'accord. envoie en Ouais, fait ça réduit. le Ça signal. réduit. Donc non, oui, tout à fait. Je vous invite à aller voir ça. Donc dans le white paper, dans le papier qu'ils ont publié, il y a tout le détail de ce que vous pouvez trouver en matériel, ce qu'il y a besoin comme matériel et où l'acheter d'ailleurs pour reproduire ça chez vous. Bien, D'accord. ils sont sympas. Bon, mais en parallèle de ça, ils expliquent qu'ils sont en train de travailler du coup avec les constructeurs, à la fois les constructeurs d'assistants vocaux, donc les Google, Amazon et autres Apple, mais aussi avec surtout les constructeurs, les fabricants de micros, donc ce type de micros, les MEMS, pour essayer d'étudier pourquoi ils sont sensibles à la lumière et essayer du coup de contrecarrer D'accord. cette sensibilité-là C'est bien. pour les protéger. Surtout, moi, ce que je retiens, c'est que ça met en avant, c'est qu'on n'a pas de protection, on n'a pas de système de protection sur ces appareils-là. T'as pas de verrouillage par un code PIN, tu vois, pour quand tu as une commande à faire, t'as pas un Hmm. verrouillage comme ça. La reconnaissance vocale, ça peut être quelque chose aussi, tu vois, on a le voice match sur le déverrouillage, par exemple, des téléphones Android, mais c'est pas idéal. La preuve, Cédric déverrouille mon téléphone sans problème. Ouais. Mais là, ces assistants-là, ils n'ont pas ça. C'est le seul assistant où j'ai un verrouillage avec un code PIN, c'est ma Freebox Delta pour désactiver l'alarme de la maison, où il me demande mon code. D'accord. Tu vois, là ils l'ont implémenté. Ouais, Donc bon là pour le coup c'est bien, heureusement. c'est pour désactiver l'alarme, donc il vaut mieux quand même. Ah, il Si vaut le mieux. cambrioleur rentre et dit désactive l'alarme, bon, ça C'est sert pas à ça. grand chose. Ah, il vaut mieux, oui. Ou même pas, s'il fait piou-piou sur ton assistant à l'extérieur et hop, c'est désactivé Avant qu'il rentre. avant qu'il rentre. Voilà. Alors, ils ont même un exemple qui m'a bien fait rigoler, puisqu'ils te montrent en fait avec des systèmes de verrous, de portes connectés, tu sais, Ah oui. en mode Ah oui, domotique. oui, oula, oui. Voilà, donc là déjà sur ces Ah verrous-là, ouais. on était assez frileux, ben là ça Ah, démontre oui, effectivement que c'est c'est bien, compliqué bien là. risqué. Voilà, hyper intéressant comme hack, et encore des chercheurs qui ont une curiosité de fou pour aller chercher ce truc-là. Bien, on revient sur des sujets moins intéressants, enfin moins, comment te dire. Mais pas terre à terre. Ouais, c'est ça. Merci. Là, tu finis la fin de la phrase que j'arrive pas à commencer. On revient sur des sujets beaucoup moins terre à terre, mais plutôt dans la communication avec notre ami Elon Musk, qui a fait Exactement. un tweet depuis l'espace. Et oui, exactement. Alors, C'est dingue. Elon Musk a dit j'arrête de tweeter, hein, d'ailleurs, qui a tenu, je crois, 4 jours avant de recommencer à tweeter. Bon, c'est pour la boutade. Qui a fait un tweet qui est passé par l'espace, en fait. Donc, Wow. on en avait déjà parlé, mais dans les différents projets tentaculaires d'Elon Musk, on a le projet Starlink. Donc, projet Starlink qui consiste à Qui n'est envoyer pas dans une l'espace. navette ou un vaisseau spatial, non. Voilà. C'est un ensemble de satellites dans l'espace pour arriver à créer un nouveau maillage, en tout cas, de satellites. Et pouvoir avoir un réseau, un autre réseau en fait, au niveau de l'espace, un de plus. Et là, donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir envoyer un tweet, hop, que je vous affiche ici, et qui Totalement consiste. indispensable. Oui, forcément. Mais c'est pas Elon Musk. Effectivement, c'est bien vu. Écoute, Mais c'est peut-être pas lui qui l'a envoyé. c'est peut-être pas lui, mais si, normalement Astro c'est lui, TG. mais bon, peut-être qu'il est passé par le compte de quelqu'un d'autre, mais effectivement. Ou alors j'ai pas la bonne image d'illustration. Donc toujours étant en tout cas qu'il a réussi à envoyer donc ce tweet. Donc le tweet est parti de la Terre, est passé par le réseau. Et ensuite, il a pu se retrouver, effectivement, envoyé vers les serveurs de Twitter. Donc c'est un tweet qui est passé par l'espace pour pouvoir, et par le réseau Starlink de l'espace. Et c'est la première fois en fait que c'est possible. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont que 60 engins en orbite autour de la Terre. Donc ils sont loin d'avoir finalisé le déploiement de tous leurs satellites, puisqu'ils avaient prévu d'en envoyer beaucoup plus. Mais ça veut dire que sur les 60 en tout cas satellites, ils sont accessibles et qu'on arrive en tout cas à avoir un maillage qui permet de pouvoir faire passer des transactions directement depuis un serveur sur Terre vers le réseau et renvoyer vers un autre serveur. Donc c'est pas la première fois qu'on a un tweet qui est, on va dire, de l'espace, pour dire être un peu plus vague, puisque le premier était en 2010, si mes informations sont bonnes. C'est celui-là. C'est celui-là pour le coup, voilà. Et oui, donc c'est moi qui ai fait une inversion dans mes tweets, et qui était un tweet envoyé par Timothy Kramer, exactement. Depuis la Station Spatiale Internationale. Donc là, c'est encore pire. C'était directement depuis l'ISS qu'il avait pu tweeter. Émis depuis l'espace. Voilà, exactement. Et hop, là voilà les bonnes images d'illustration.
avec donc Elon Musk qui a envoyé donc sending this tweet through space via Starlink satellite. Donc pour l'instant on n'a pas eu de communication autre que celle-là, donc on n'a pas d'informations supplémentaires. Depuis un iPhone, attention. Ouais. Apple a retweeté. Je sais pas, mais très probablement. C'est vrai. Donc la 5G là, la 5G d'Apple, voilà. Elle est là. Donc là, en tout cas, voilà, c'est intéressant pour la performance. Ça montre que le réseau Starlink avance aussi, parce que c'était un des sujets. On en avait parlé, je crois, il y a pas très longtemps, en expliquant qu'il y avait dû avoir un repositionnement satellite parce que justement, il y avait un satellite de Starlink qui avait perdu un peu la communication avec la station de contrôle, Houston, on a un problème. Voilà, qui menaçait de percuter un autre satellite européen qui a dû être bougé. Trop fort. Ouais. Et c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années qu'ils devaient modifier une trajectoire de satellite. Donc bon, on se disait ah tiens c'est pas tout à fait au point. Bon mais si, bon, voilà, ça avance quand même au niveau du projet. Et c'était à souligner, c'est pas tous les jours. Pour l'instant, ça reste encore assez rare pour qu'on en parle. Dans quelques années, ça sera commun. Bon, mais en tout cas, service indispensable, tweeté par un relais par l'espace, c'est juste Exactement. génial. Je pense que Trump est intéressé par le... Au purée. Il va tweeter sur Mars, il va tweeter aux Martiens et tout ça, tu vois. Bref. Non, parlons pas de politique, s'il te plaît. En plus, Twitter arrive. Ah non, mais c'était pour un des utilisateurs phares de Twitter. Ouais, bon, restons dans l'espace. Mais cette fois, on va parler d'un autre sujet qui va nous intéresser beaucoup plus. On va parler de pinard dans l'espace, évidemment. Alors, c'est un double cocorico puisque c'est une start-up européenne française par un ami bordelais qui est Nicolas Gomme, dont je vais vous parler un petit peu là. Donc c'est la start-up qui s'appelle Space Cargo Unlimited, dont le but est d'envoyer des choses dans l'espace. Et là, ils ont lancé une mission qui s'appelle la mission WISE. WISE parce que W-I-S-E, W c'est 2V, donc c'est Vitis Vinum in Spatium Experimentia. Donc c'est expérimentation de vin, de vinification de vin dans l'espace, si on traduit ça en français. Et donc ça vous a tout dit, le but c'est d'envoyer du vin dans l'espace, tout à fait, sur l'ISS en particulier, tout ça pour étudier le vieillissement. Ah, c'est pas pour qu'ils le boivent. Hein. Ah mais non, évidemment, c'est pas, on n'est pas en train de parler de la cave à vin de l'ISS, hein, comme c'est marqué pourtant en bas, pas du tout. Les bouteilles de vin qui sont envoyées sont pas à destination d'être bues par les astronautes là-bas. Je sais pas, il y a peut-être une qui est planquée dessous, on sait rien. On va pas savoir. Donc il y a 12 bouteilles qui ont été envoyées là, tout début novembre, par un cargo, et qui va du coup atteint l'ISS. Donc je vous mets le détail de la mission, voilà, mission WISE. Donc c'est écrit en tout petit, donc la première qui est là, donc c'est un cargo de Norse machin, je sais plus quoi, qui a atteint du coup l'ISS avec 12 bouteilles dedans. Ah oui, tiens, je vous ai pas parlé. Nicolas Gomme, c'est ce monsieur-là, dont je vais vous parler un petit peu avant d'abord. Donc Nicolas Gomme, c'est un entrepreneur, bordelais à l'origine, enfin même du bassin d'Arcachon pour être plus précis, mais qui a fait ses armes à Bordeaux, Northrop Grumman, merci. Qui a fait ses armes à Bordeaux puisqu'il avait fondé le premier studio de jeux à Bordeaux qui s'appelait Callisto. Et qui a créé du coup toute une flopée de studios derrière. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens actuellement à Bordeaux, dont des gens de chez Asobo, qui sont de l'école de Callisto qu'il avait initialement fondée. Après, il a évolué dans d'autres sphères, et il est actuellement chez Microsoft, après être passé par Microsoft France, il a évolué au niveau Microsoft Corp mondial, et il est sur la partie innovation ou startup, un truc comme ça. Enfin, bon, d'accord. Il est VP là-dessus. Bref, donc voilà, donc il a fondé cette start-up là avec un ami à lui, avec l'idée de se dire, c'est du vin, c'est l'espace, allons-y. Évidemment. Donc étudier, le vieillissement du vin dans l'espace. Donc ils ont 2 échantillons qu'ils ont pris, qu'ils ont séparés, un qui reste sur Terre et un qu'ils ont envoyé dans l'espace, et ils vont étudier les conditions de vieillissement de ces 2 échantillons. Et donc évidemment ils vont rapatrier après l'échantillon qui a été envoyé sur l'ISS pour étudier la différence en fait entre ces 2 échantillons. Il y a quand même derrière une recherche scientifique dedans. Ah c'est totalement le but. Voilà, donc on est bien là-dessus. Le but de la mission c'est de travailler sur la future industrie agroalimentaire en fait. Et pas que à destination de l'espace, c'est aussi qu'est-ce que les conditions dans l'espace peuvent apporter à l'industrie agroalimentaire sur Terre. Alors, qu'est-ce qui va changer dans l'espace, vous allez me dire? Eh bien, ça va être 2 choses principalement. La première, ça va être la microgravité, ça sur l'ISS. Donc on a une microgravité, ce qui fait que ça peut influer les conditions de vieillissement du vin en particulier. Et puis après, il y a tout ce qui va être radiations diverses qu'on peut trouver, dont les rayonnements solaires et tout ça, qui sont présents là-bas. Il n'y a pas de couche d'ozone pour protéger. Voilà. Sur Terre, c'est filtré. Et là-bas, il y a tout ça. Donc voilà. Donc le
le truc, ils vont l'étudier. On peut s'attendre à avoir, après le vin, tu sais, vieilli en fût de chêne, avoir le Ouais. vin vieilli dans l'espace sur l'ISS, etc. Mais en fait, non, pas vraiment, parce qu'ils ont bien fait attention à ce que ça ne soit pas repris par du marketing. Ils ont vraiment pas annoncé le nom des châteaux, des domaines qui ont Ah, été choisis pour les dommage. envoyer, ni des millésimes. Et voilà. Leur but n'est pas aller de faire du commercial ou du marketing là-dessus, c'est vraiment l'aspect scientifique, D'accord. comme tu l'as dit, autour de l'industrie agroalimentaire. Et ce projet-là ne s'arrêtera pas là, puisque dans l'autre partie de la mission, voilà, il y a plusieurs missions qui sont déjà planifiées, donc il y a 6 missions en tout, là c'était que la première. Ils vont pousser un petit peu plus loin les analyses, avec d'autres échantillons, éventuellement d'autres éléments autres que le vin, pour étudier les conditions d'évolution en fait, de la nourriture dans l'espace. Donc autour de tous les composants. Donc là, du vin pour la chimie du vin, donc tout ce qui est les composants, polyphénols, bactéries et tout ça. Mais après, ils peuvent continuer à étudier ça sur d'autres éléments alimentaires. On Voilà. prépare les missions sur Mars, sur la Lune ou autre, Ah, et voilà. avec comment vieillissent les aliments. Évidemment, si tu pars sur Mars, vu le délai que ça prend, il faut amener Ouais. du vin qui va vieillir et tout ça, il faut être Forcément du sûr vin. qu'il soit buvable à l'arrivée. Je veux dire, c'est indispensable. Aucun Bordelais n'embarquerait sur une navette Ah, qui non. n'a pas une bouteille de vin. Bref. Non, le parallèle que je trouve intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, cette étude sur la chimie du vin, et notamment tout ce qui est de bactéries, puisque ça fait partie de la fermentation du vin, ben en fait, tu peux faire le parallèle avec ce qui avait été fait initialement par Pasteur, qui avait travaillé sur la chimie du vin aussi, pour inventer la pasteurisation. Oui. Voilà. Oui, Il avait fait ça grâce effectivement. à la fermentation du vin, il avait découvert comment fonctionnait ce système de bactéries et inventé la pasteurisation. Et voilà, et bien en fait, on se retrouve aujourd'hui, quelques dizaines d'années plus tard, à retravailler sur ce sujet-là, mais dans l'espace. Donc c'est un beau parallèle que je trouve Ouais. à l'histoire de l'homme. Avec Et peut-être des bactéries. découvertes pour le coup liées. Peut-être, Voilà. probablement, on l'espère, on verra Ouais. bien. Voilà. Et on espère peut-être de nouveaux procédés de production alimentaire ou d'évolution. Voilà. Est-ce que c'est pas trop froid, nous dit-on, dans l'espace? C'est dans l'ISS, donc ça reste dans des conditions maîtrisées de température. Ils vont faire attention à ça. Ils vont faire attention, ils ont dit aux températures, à la pression et à la luminosité, Mm. pour être sûr que les échantillons dans l'espace et sur Terre vont évoluer dans les mêmes conditions. Voilà. En plus, D'accord. ils sont scellés, donc ils vont pas être sensibles à la lumière différemment, puisque en fait, t'as pas les mêmes conditions de lumière. Voilà. Et j'en profite avant de changer de news pour remercier Hydreliox qui a renouvelé son abonnement Amazon Prime, donc qui est Twitch Prime et qui nous soutient par l'intermédiaire de son abonnement. Merci à lui. Merci bien. Bien, bon, on revient sur Terre. Ça y est, faux. Il faut, et on va parler de première annonce de nos amis Xiaomi qui n'arrêtent pas de sortir des périphériques. Ouais. Si c'était fou. un peu calmé là, depuis quelques temps, et puis là ça repart plein pot. Hein, Ah, donc, bah, ils avaient plein de téléphones, ça, mais oui, voilà. ça repart de fou, ils se diversifient de ça fou. faisait bien 2-3 semaines qu'on avait rien eu. C'est ça. Donc là c'est la nouvelle, donc donc il y a eu plusieurs périphériques. Moi j'ai sélectionné la Mi Watch que je voulais partager et vous faire découvrir. Donc la Mi Watch que j'ai failli appeler l'Apple Watch, mais tellement que ça ressemble en tout cas à une Apple Watch. Ce qu'il y a, c'est que c'est en fait, si on regarde, enfin moi dans ce que je trouve, hein, c'est que c'est comme une Apple Watch avec un design d'iPhone en fait, C'est ça. type 5, 5S, Ah, mais carrément, j'allais le à dire. bord rectangulaire en tout cas, mais pas arrondi, voilà. Et pour le coup, si vous regardez un petit peu là les quelques images que j'ai d'illustration, je trouve que c'est sympa en termes de design, mais que ça fait un peu plus mastoc du fait qu'on n'ait pas les bords arrondis comme sur une Apple Watch, et ça donne l'impression qu'elle est plus épaisse, alors que c'est pas forcément le cas. Donc en tout cas, il y a une belle performance qui est proposée. Donc on est sur un cadran qui est de 44 mm, donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec comme la grande Apple Watch. Bah, en tout ça cas, c'est grand, ouais. Voilà. Ouais. Mais je trouve que c'est bien en termes d'affichage. Et on va avoir également un écran AMOLED de 1,78 pouces. Donc ça c'est très bien, de l'AMOLED, hein, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc en termes de batterie, et il vaut mieux parce qu'elle a une petite batterie de 570 mAh, ce qui n'est pas énorme. Donc il vaut mieux essayer de... Alors, par rapport à une Apple Watch, qu'est-ce qu'on retrouve sur une Apple Watch? On a à plus, mais je ne l'ai pas le... C'est une Il y a bonne des question. détails Ouais. parce que vu qu'elle est plus grosse, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait Oui, une plus grosse batterie. ouais, tout à fait. Ensuite, on a une densité de pixels de 326 ppi, donc ce qui est plutôt pas mal. La seule chose qui est dommage, c'est qu'on a un Snapdragon à 3100
qui est l'ancien processeur. Donc, ils n'ont pas pris le dernier qui est sorti, et notamment celui qui est sur ta montre, si je ne me trompe pas. Non, je crois que c'est celui-là, hein. Ah, ben tu vérifieras, pour moi, c'est l'ancien qui est sur celui-là. Couplé donc avec 1 giga de RAM et 8 gigas de mémoire interne, donc ce qui est déjà très intéressant. Et on a l'autre point qui est la montre à un module NFC pour les paiements ainsi qu'un GPS et une connexion LTE via de l'eSIM. Donc on va retrouver de l'eSIM dessus, ce qui est une très bonne chose. Donc ça veut dire qu'elle permettra de faire passer des appels téléphoniques, comme je vous l'ai mis sur les images d'illustration. l'eSIM, c'est très bien. Ouais. La fossile que j'ai a un Snapdragon 3100, donc c'est bien. Ah, c'est bien celui-là alors. Ouais, non, mais c'est. pour moi. Après, peut-être qu'il y a une nouvelle annonce. Non, c'est le même. Donc, Ouais. non, Ok. ils ont pas. Je pensais. Alors dans ce cas, il y a dû en avoir un nouveau par contre entre-temps, dont j'ai pas la référence. Oui, un nouveau, mais il est pas encore. Il est Ouais. annoncé, mais il est pas encore sorti dans c'est des pour ça. appareils. Il est pas C'était ce que j'avais lu, que c'était pas le dernier sorti. C'est pas le dernier. Par contre, le 3100, c'est le dernier qui a été embarqué dans ces périphériques-là et qui commence à être intéressant. C'est-à-dire, Mhm. jusqu'à présent, on était vraiment sur des vieilles puces pour les montres. Là, on est sur des puces qui commencent à être assez intéressantes et qui, en tout cas pour moi, l'usage que j'en ai, sont très satisfaisants. Ouais. Et là, donc, on affiche une autonomie de 36 heures, ce qui est très bien, hein, donc plus d'une journée d'autonomie largement. Donc, vache. il y a eu un gros travail qui a été fait dessus, C'est parfait. bien. Et l'autre point, c'est que côté logiciel, donc on est sur une version Wear OS, pardon, mais avec une interface qui a été reprise et redesignée par Xiaomi. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples au fur et à mesure de ce que je vous ai présenté. Moi, Alors je suis toujours un peu réservé là-dessus parce que je préfère toujours que ce soit directement la souche d'origine, parce que pour les mises à jour ou autres, c'est tellement plus simple. Après, Wear OS, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'il y a déjà... enfin, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, c'est un OS qui a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'ergonomie, donc bon, pourquoi pas le refaire. Ça se comprend. Mais après, évidemment, les mises à jour, le constructeur, voilà. faut les suivre. Voilà. Et on nous confirme qu'effectivement, il y a un Snapdragon 3300 qui est annoncé. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas le dernier, donc c'est bien ça. Mais je pensais que c'était le 3300, tu vois, qui était sur ta montre. Donc, bah non, il est sorti cet été, il n'était pas annoncé le 3300 encore. C'est pour ça. Je le voyais plus ancien en termes d'annonce. Donc pour l'instant, c'est ça. C'est annoncé au niveau de la Chine, un tarif équivalent à 167 €. C'est hallucinant. Ouais, alors le tarif est ultra agressif. Il y a deux modèles. Donc il y en a un à 167, un qui est un petit peu plus cher. J'ai pas le tarif là, qui est une version plus premium avec vers Saphir, des choses comme ça. Ouais, une version pro, exactement. Et on ne sait pas si elle sera proposée en Europe. Donc, mais bon, c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément gênant, sauf pour la partie Apple où ça pourrait avoir des incompatibilités. Ouais, faites attention si vous importez ce genre d'appareil à la traduction de l'OS, parce qu'en plus il y a une surcouche maison, donc qui sera forcément pas traduite pour l'instant. Et puis il y a effectivement la compatibilité avec les réseaux en Europe, les bandes de fréquences, et puis les opérateurs ici qui ne sont pas forcément aussi compatibles avec, donc doucement. Mais bon, comme pas mal de devices Xiaomi qui ont été annoncés, ça devrait arriver avec une vague d'appareils en 2020, donc faites attention, surveillez ça quand même de près. Voilà. Ok, alors moi c'était à hier, j'avais pas encore la date en Europe. Visiblement, on nous dit dans la chatroom que ça devrait arriver en 2020, selon 01net, donc faisons-leur confiance. Ou pas, hein. On verra. Bon, parmi les autres appareils qui ont été annoncés par Xiaomi, on a retenu un autre, pareil avec un tout petit écran, une petite diagonale. Hein. Rien du tout. On est là-dessus. Les télévisions, ça y est, enfin, les Mi TV sont dispo en Europe. Oui, alors, les Mi TV, c'est une longue histoire. Elles ont été annoncées pour les premières versions il y a très longtemps déjà, enfin il y a 1 an et quelques, en Chine, mais pas dispo encore en Europe. Et ça y est, les premières versions, donc les Mi TV 4S, donc là je vous ai mis toute la gamme là, dont ils ont parlé, les Mi TV 4S arrivent en Europe. Donc la Mi TV 4S, c'est quoi? C'est une télé qui est 4K HDR, disponible en 3 tailles, donc 32 pouces, 43 pouces et 55 pouces, voilà, pour des tarifs qui sont quand même ultra agressifs, puisqu'on est à 179 € pour la version 32 pouces, 349 € pour la version 43 pouces et 449 € pour la version 55 pouces. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Là, pour le coup, on n'est pas sur des tarifs équivalents entre la Chine et la France, les tarifs finaux français, donc enfin européens. Alors,
Merci pour ta question. Que retrouve-t-on dans ce bel écran pour ce tarif-là? Déjà, je vous mets une petite image. Voilà, la belle télé. Sympa. Le design est pas mal. Franchement, les bords. Borderless. Donc, on a une télé, une Smart TV, puisqu'on va retrouver dans un chip Mediatek avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Elle est compatible Dolby Audio et DTS HD. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est HDR. Et on retrouve surtout une interface Android TV 9. Donc, la dernière version pour le coup. Voilà, donc là, il y a différentes versions. Donc, c'est pas mal. Tu vois, tu as Premium Metal Design 4K HDR. Alors, même C, je sais plus ce que ça veut dire. Et elles sont toutes 4K? Elles sont toutes 4K sur ces versions-là. Wow. Sachant qu'ils avaient une version avant qui était... Alors, là, on est sur 2 générations. On a les générations 4 et les générations 5, dont je vais parler juste après. Et dans la génération 4, avant la 4S, il y avait la 4A, qui était de l'entrée de gamme dans leur gamme de télé. Et la 4A, elle était Full HD. Elle était beaucoup moins chère et elle était vraiment, vraiment entrée de gamme. Mais ça fait plus longtemps qu'elle est annoncée qu'elle était disponible celle-là. Donc là, la nouveauté, c'est surtout la 4S qui arrive en Europe. Et puis on va retrouver également un assistant vocal par l'intermédiaire de la télécommande qui est connecté en Bluetooth avec la télé et qui a son petit bouton Google Assistant intégré dessus. Voilà, c'est pas mal ça. Donc le choix de Google Assistant, donc pour le coup, directement dans la télé et dans la télécommande. Android TV avec son assistant, donc ça c'est pas mal. Logique. Une télécommande de télé à peu près classique, si ce n'est que tu as 2 boutons que tu vois en dessous, Netflix et Prime Video. Fort. Donc là, le partenariat est clair, c'est assez intéressant. Tu as les deux qui sont mis en avant. D'habitude, tu as un bouton Netflix, essentiellement, et puis les autres, ils passent derrière. Là, tu as les deux. Voilà. C'est très intéressant. Bientôt, il y en aura 3 avec Disney+. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut attendre qu'il arrête. Déjà, Prime Vidéo, mais du temps à commencer à arriver. Je pense que c'est le premier qui l'intègre sur un vrai bouton. C'est la première fois que je vois une télécommande avec, en tout cas. C'est ça. C'est intéressant pour un constructeur chinois aussi, tel que Xiaomi, d'avoir fait ce type de partenariat-là. C'est très intéressant. Complètement. Alors, il y a un truc que je n'ai pas vérifié, c'est est-ce que cette télécommande-là est spécifique du coup au marché européen ou est-ce qu'ils ont la même en Chine? Je crois qu'ils n'ont pas la même du coup, que c'est vraiment une nouveauté pour l'Europe. D'accord. Et évidemment, ce qu'on nous dit dans la chatroom, c'est tout à fait juste, c'est que pour le prix d'une Nvidia Shield TV, qui est la référence Android TV actuellement, encore, et bien tu peux maintenant avoir la même chose avec une dalle en plus. C'est vraiment un tarif qui est dingue. Et une télé vraiment très belle. Enfin, encore une fois, le design n'est pas... Ils sont pas passés à côté. Au niveau de l'image, du coup, puisque... Où est le piège, on va se dire. Où est le piège? En fait, il y a le son déjà, on va pas se leurrer. Mais ils vendent des barres de son. Voilà, il faut aller chercher la barre de son qui va avec. Au niveau de l'image, a priori, on serait sur de direct LED, donc ça veut dire que c'est l'ensemble de la dalle qui émet de la lumière, des LED partout qui émettent de la lumière, et pas des edge LED qui sont sur les bords et qui réfléchissent de la lumière. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Là où on va être très limité, ça va être sur les rafraîchissements. Alors ça reste à vérifier, ces deux hypothèses-là, mais a priori on saurait que sur du 60 Hz. Donc là, tu fais la croix sur les 100, 200 ou encore 400 Hz. Non, tu serais limité à du 60 Hz. Donc là, la limitation serait fixée là-dessus pour avoir un tarif là-dessus. Tout de même, pour le prix, c'est super intéressant. Je pense que pour la plupart des utilisateurs, ça sera déjà très bien. Une télé 4K avec de l'Android, une télécommande évoluée, un Google Assistant. C'est du LCD, voilà. Et à 350 € si on prend la 43 pouces. Tout à fait. Et en parallèle de ça, on a une autre annonce du coup pour uniquement le marché chinois, qui sont du coup les nouvelles générations des Mi TV 5 et 5 Pro. D'accord. Voilà. Ils reprennent l'appellation. Et j'ai pas beaucoup d'images là-dessus parce qu'il y a quasiment pas grand-chose qui change sur le design extérieur, si ce n'est qu'ils ont réduit encore plus l'épaisseur de la dalle. Elle est vraiment ultra méga fine. Et ils ont réduit encore plus les bordures. Alors, je sais pas comment ils ont pu réduire les bordures, sachant que là, je sais pas où ils sont déjà fin. Ça, c'est la 4. Ça, c'est la 5. Donc, j'ai pas l'image qui va avec. C'est arrondi, c'est pour ça. Ouais, c'est l'arrondi à la Apple, tu vois. Donc voilà. Bon, ce qui change après, donc c'est déjà les tailles. Ils sont montés en taille. Donc, ils commencent à 55 pouces et ils font 65 et 75 pouces. Oui. Et là, on est toujours sur du 4K, mais cette fois en QLED. Ah, très bien. QLED, le fameux Quantum LED, qu'on peut retrouver également chez Samsung. Donc une meilleure, a priori, dalle, une meilleure qualité d'image qui va avec. Les tarifs, alors en équivalent, pour le coup, puisque c'est les tarifs chinois, on est sur du 428$ pour la 55 pouces, et on monte jusqu'à 1128$ pour la version 75 pouces. Ce qui est juste tout bonnement hallucinant. C'est imbattable. Normalement, une bonne télé 4K
OLED, du coup, pour 55 pouces, tu vas la toucher dans les 1200-1500 euros. Là, tu as une 75 pouces pour ce tarif-là. Je regarde juste, la 55, elle est à 428 $, et la 55, l'autre modèle, est à 449 €. Oui, alors c'est du hors taxe en Chine. Voilà, Donc c'est il ça. faut rajouter de la TVA et tout ça. D'accord. Bah, ça reste hyper intéressant. Là, par contre, pour du 4K QLED, si ça sort en Europe, Ah ben là, ça ça va c'est faire extraordinaire, là. très mal, voilà. Ah, waouh. Un truc de plus qu'ils ont sur cette nouvelle gamme, la version, pardon, la nouvelle génération 5, c'est ils ont la certification HDR 10+ AI. Donc ils étaient HDR avant, mais pas la D'accord. certif HDR 10+, ce qui fait que certains contenus n'étaient pas basculés en HDR, etc. Bref, et une gamme de couleurs du coup plus grande, mais évidemment, puisqu'ils ont du QLED, ils ont une gamme de couleurs bien plus grande dessus. Voilà. Mais alors cette télé, du coup, j'en parle pas plus parce qu'elle n'est pas dispo pour l'instant en dehors de la Chine. Dolby Vision, je ne l'ai pas vu, on nous demande. Je crois pas qu'ils soient intégrés sur cette version 5 ou 5 Pro. Mais à suivre, peut-être que ça passera sur la version européenne derrière. Souvent, c'est des certifications, c'est-à-dire que le matériel permet de le faire, mais il suffit de passer une certif pour le payer pour le faire. Ouais. Le HDR, ça a été ça. Il y a plein de télés qui étaient compatibles HDR, mais qui n'avaient pas encore le HDR 10+, ou l'autre concurrent dont j'ai perdu le nom. Mais voilà. Donc à suivre pour la génération 5. Mais déjà, la 4S est déjà une très bonne entrée de gamme pour des gens qui n'ont pas forcément besoin d'une énorme qualité télé. Non, derrière. là, Voilà. déjà très bien, non, c'est sûr. Ah, ils vont faire du mal au marché, je pense. Ouais. Après, c'est Xiaomi, hein, c'est leur terrain, hein, donc, C'est leur terrain, absolument. ouais. Tout à fait. Bien. Allez, on enchaîne. Du coup, on parlait de Free tout à l'heure. On revient chez eux. Ouais, Puisqu'on va parler de la Freebox c'est et des ça. annonces qu'ils ont faites sur cette belle boîte. Exactement. Donc là, j'ai sélectionné 2 annonces. C'est les VM, comme c'est extrêmement explicite, les machines virtuelles, Ouais. et Amazon Prime. Donc, alors sur Amazon Prime, j'en parle rapidement. Mais je trouvais que par contre c'est très bien et ça fait du bien à l'offre Freebox Delta parce que bon, moi je suis client Freebox Delta et j'avais un peu l'impression d'être un pigeon quand même, hein, au bout d'un moment, parce que Ça par semble aller. rapport à la promesse et ce qu'on a eu, surtout que j'étais première heure pour avoir la deuxième télécommande, enfin voilà, Early bien, adopter, voilà, bien. je me suis bien fait plumer. donc c'est pourquoi? Parce que ça a été vraiment le boîtier était buggé jusqu'à la moelle, donc ça a été très long pour avoir quelque chose de stable. Là, ça y est, par contre, il y a un bon rythme, je retrouve le Free que j'ai pu connaître avant, un peu geek qui vient qui fait des bug trackers, qui affiche, qui monte ses prios ou autre, donc je trouvais ça très bien, ça mettait du temps. Là, c'est sorti. Et on avait déjà l'offre qui était dedans Netflix, donc c'est la Netflix le premier niveau, hein, donc c'est du flux SD, Ouais. mais qui était inclus dans l'offre. Et là, on a maintenant l'offre Amazon Prime qui s'est venue s'ajouter gratuitement au service. Et là, enfin, je retrouve le Free que je connais, qui est de temps en temps, poum, il y a un truc qui sort, qui pop, et c'est cadeau, c'est gratuit, on paie rien de plus, c'est offert, c'est compris dedans. Donc ça fait plaisir. Le Amazon Prime qui est arrivé, donc ça y est, donc c'est mis à jour. Sur la télécommande Netflix, il y avait, pardon, la télécommande de Freebox Delta, il y avait le bouton Netflix, donc je n'ai pas une télécommande avec un bouton Amazon Prime encore, ils n'ont pas fait évoluer. Par contre, dans mon interface, maintenant j'ai Amazon Prime, là où je devais avant l'envoyer en streaming depuis ma tablette. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et on a, au-delà donc juste de la partie vidéo, on a un vrai compte Amazon Prime. Et j'en profite pour vous dire, tous ceux qui ont la Freebox Delta, Toi. voilà, Toi. exactement. Je te vois Ouais, derrière ta caméra, t'as derrière ton repéré. écran, on t'a vu. Qui a une Freebox Delta, tu as un compte Amazon Prime, et donc tu peux t'abonner à la chaîne de Studio Renegade sur Twitch, puisque ça offre les Twitch Prime également. Donc c'est vraiment un compte complet Amazon Prime, c'est pas juste Prime Vidéo. Et au début, j'ai cru que c'était vraiment juste Prime Vidéo. Donc on remercie chaleureusement Xavier Niel pour Ouais. son soutien massif qu'il va nous apporter, hein, par votre intermédiaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre compte Twitch Prime pour venir nous soutenir sur twitch.tv/Studio Renegade. Et profiter bien sûr après de tous les avantages d'Amazon Prime, la livraison un jour ou autre. Donc on retrouve un service complet. Donc bravo Free. Bon, on va pas dire félicitations parce que je pense qu'ils en avaient vraiment besoin, parce que pour avoir une offre qui continue à être différenciante. L'autre annonce, et là on est plus dans le domaine de la geekerie en tout cas, du geek qui aime bien travailler et avoir Free comme partenaire en tout cas pour pouvoir travailler là-dessus, c'est les machines virtuelles. Donc qu'est-ce qu'ils viennent nous proposer?
c'est le fait de pouvoir monter une machine virtuelle sur sa Freebox. Donc, machine virtuelle, rapidement, ça va être la possibilité de pouvoir monter un OS, une image d'OS, et c'est une image qu'on va venir virtualiser, c'est-à-dire qu'on n'a pas un PC à proprement parler, on vient monter son image, on utilise l'image, et puis donc il se comporte comme un véritable ordinateur, on va dire, et ensuite on vient démonter son image dès que l'on a fini de s'en servir. Donc c'est la possibilité de pouvoir faire ça très facilement. Jusqu'à présent, on le faisait sur son ordinateur, on pouvait le faire sur un serveur qu'on avait, un petit serveur cloud maison ou autre, un Synology ou des choses comme ça. Un Et, NAS, voilà. Voilà, un NAS, sans citer forcément de marque, mais voilà, un NAS quelconque permettait de le faire. Sans citer de marque comme je viens de le faire. Et donc là maintenant, la Freebox Delta le permet directement inclus, donc c'est sur le Freebox Server, donc le boîtier qui est relié à la fibre ou à la DSL. Donc comment ça se passe? On va avoir une petite interface qui vous propose de monter assez facilement des distributions. Donc clairement, ce sont des distributions de type Unix qui sont proposées en fait. Et par défaut, vous avez des Debian, Fedora ou autres. Donc ils vous proposent directement, donc vous avez un petit plus. Donc vous faites ajouter une VM. Vous allez paramétrer l'ajout pour cette VM là. Est-ce que ça correspond? Voilà, par exemple. Et on va pouvoir comme ça ensuite monter sa VM. Il va télécharger l'image de la VM, l'ISO, et il va la créer, il va l'installer. Et on a la possibilité ensuite, vous le voyez, c'est tout en haut, il y a une petite icône console. Vous cliquez dessus et vous avez une console en ligne. Une console, donc le terminal, pour Le lancer terminal. des commandes en ligne de commande Exactement. vers votre super système Linux. Donc là, on est pour les geeks, hein, je précise bien. Système hein, Linux, mais on voit que du Linux en fait dans la liste Ouais, à gauche. ouais, effectivement. Alors t'as de tout, mais mais c'est tous les Linux. Voilà, exactement. Et il propose également un bureau. Alors moi je l'ai fait, hein, j'ai monté une Debian. Et pour le coup, ça marche très bien. Par contre, je n'ai pas réussi à pouvoir monter une Debian avec un bureau. Donc, mais il faut dire aussi que je ne peux pas allouer plus de 975, je crois, mégas de RAM, puisque la Freebox Server en a 2. Donc elle propose en gros d'en prendre que la moitié, mais ça fait pas grand chose, c'est la moitié de 2, ça fait qu'un. Donc voilà, jusque là tout le monde suit. Et donc ça fait très peu. Alors niveau disque dur, j'ai pas de souci parce qu'il suffit de mettre un disque, il y a 1 Tera qui est fourni avec, 2 Tera, elle fait serveur NAS, elle peut monter assez facilement, on peut aller sur beaucoup de Tera, mais là par contre en termes de mémoire, on est hyper limité. Et ça va être la principale limite. Donc ça c'est vraiment dommage. Pour pouvoir installer quelque chose qui soit un peu punchy et qui ait besoin d'un peu de ressources. Donc et surtout, tu peux en mettre qu'une. C'est-à-dire, tu peux mettre qu'un seul petit système. À la fois. Ouais. Qu'une à la fois. Oui, Oui. Mais après, le but, c'est de pouvoir monter sa VM sur quelque chose que tu veux faire. Tu la démontes et tu en montes une autre et tu t'en sers. Voilà. Ah bon, c'est du jetable? Alors, quel usage t'en aurais pour faire du jetable? Tu l'as ici, tu vois, tu fais arrêter, démarrer et tu peux faire comme ça une utilisation. Je suis d'accord avec toi, c'est pas l'idéal, mais il faut jongler quand on a très peu. Donc le test que je suis en train de faire, j'aurais bien voulu vous dire ce soir que ça marche, malheureusement ça n'a pas marché, mais on a, dès qu'on soulève les disques durs sur le boîtier, on a accès à la RAM. En fait, à la barrette de RAM de la Freebox Delta. C'est ce que j'allais te demander. C'est extensible. Exact. Alors, c'est extensible. Oui et non. Donc, sur l'assistance de Free, ils vous disent, vous pouvez changer la RAM de votre Freebox Delta, mais vous perdez toute la garantie. Wow. Voilà. Bon. Garantie de quoi, franchement? Ouais. Après, alors celle-là, c'est autant le Freebox Player, tu l'achètes, autant celui-là, il appartient à Free. De Freebox Delta, donc le serveur. S'il appartient à Free, t'as pas de garantie. Oui, c'est la garantie, c'était un problème. Bon, je pense que de toute façon, de toute manière, on remet la barrette si on a un problème, et puis voilà. C'est ça. Donc, il y a pas de scellé. Ouais, mais j'ai trouvé en fait quelqu'un sur internet qui donnait une référence d'une barrette qui est censée être compatible. Effectivement, dans ce que j'ai vérifié, ça devait être le cas. Je l'ai mise, donc pour avoir 8 Go. Donc là, ça fait du bien. Wow. Ouais, 8 Go large. Donc, et là, malheureusement. Du coup, t'as une Freebox Pro maintenant. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc je l'ai lancée et le problème c'est que pour l'instant elle ne fait que mouliner au niveau de l'évacuation d'air en fait, qui est la première chose qu'elle fait quand elle démarre. Et elle ne fait que ça. Donc elle ne boot pas malheureusement. Donc j'ai changé 2-3 fois, j'ai remis. Bon, tu vois, on peut pas la mettre dans l'autre sens, hein, donc il y a un détrompeur. T'as soufflé dessus comme sur les cartouches NES, non? C'est ça en fait. C'est ça. Voilà, il faut l'oxyder. Exactement.
Donc bon, je vais essayer de voir si une petite manip à faire en complément. Donc j'aurais bien voulu vous dire, oui c'est bon, on peut changer la barrette et on résout le problème, mais je désespère pas puisque visiblement certains l'ont fait. Donc je vais bien trouver quel est le bon modèle de RAM et dans ce cas je vous le donnerai dans les commentaires au moins sur la partie replay. Bon, pourquoi pas. Pour pouvoir vous dire ça. Donc ensuite, au niveau de la machine virtuelle, donc elle aura accès à l'USB, quand même, c'est intéressant. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple brancher une webcam dessus et donc vous montez votre propre serveur. Et puis ça peut être pour le coup un serveur de type un peu cloud, home cloud, qui fait en même temps, pourquoi pas, de la détection de mouvements ou autre. Ah, tu peux faire plein d'autres voilà. cas d'usage. Tu peux imaginer avoir des clés domotiques sur les réseaux domotiques type Z-Wave ou Zigbee en USB. Tout à fait. Et du coup, mettre dessus une distribution JDOM, par exemple, pour piloter votre C'est domotique. exactement ça. Même si la Freebox Data propose une solution pour piloter de la domotique, mais elle n'est pas compatible avec tout. Eh oui. Donc c'est la possibilité de mettre du JDOM par exemple dessus. On peut également télécharger, pourquoi pas, une blockchain populaire. Inspecter les transactions hors ligne. Bon, faire de la blockchain, ça m'étonnerait qu'il arrive à résoudre grand chose. Mais bon, Vu la puissance du truc, ça va. vu les tu 1 vas pas giga miner du et Bitcoin ou le, autre truc, hein, et ça. le processeur en plus qui a du mal à faire de la 4K. Donc bon. Dans les autres points, c'est héberger un site web chez soi. Bon, on peut se monter là vraiment une véritable distribution pour héberger son propre site, donc il n'est pas grand public bien évidemment, mais bon, ça va fonctionner. Brancher tout ce qui est capteur de température ou autre. Donc voilà, les possibilités sont assez vastes. Seule précision, je vous disais pour l'USB, attention, si vous mettez de l'USB, dans ce cas l'USB sera réservé à votre machine virtuelle, donc le disque oui. ne sera pas utilisable par la Freebox. Par Bien exemple. sûr. Voilà, sur Un l'environnement seul système Freebox. qui verrouille le port USB. Ce qui est tout à fait logique, Bien hein, mais c'est bien de le préciser. Et bien sûr, pas de Windows 10, puisqu'on est ici sur la partie ARM, mais la version ARM de Windows ne peut pas s'installer dessus. Bah non, c'est pas prévu pour ces systèmes de virtualisation là. Exactement. Et voilà, notamment le Secure Boot et tout le bazar. Bref, merci pour tout ça. On passe sur une dernière news qui est une belle annonce, je trouve, qui était attendue quelque part depuis quelques jours, puisque Google a officialisé, ou même plutôt c'est l'inverse, Fitbit a plutôt officialisé le fait d'être racheté par Google en premier. Ça s'est fait dans ce sens-là. Ouais. Ils avaient d'abord effectivement confirmé qu'ils étaient en discussion pour discuter autour d'un rachat. Vous savez, Fitbit qui fabrique ces appareils, ces trackers en fait d'activité depuis très longtemps, puis des smartwatches, puis s'est diversifié sur des balances connectées, etc. Était un petit peu en difficulté depuis quelques temps, resserré par un marché de plus en plus grignoté par Apple sur l'Apple Watch, par les autres trackers moins chers et plus populaires aussi. Ils étaient un petit peu au milieu. Mais ils ont trouvé un partenariat avec Google qui va du coup les racheter. Ouais. Et racheter, donc dans ce qu'on a pu voir, 1,88 milliard d'euros. Bon, une paille. Une paille. Pour Google. Pour Google. Non, c'est très intéressant. Très intéressant. Et en termes de positionnement Google, je pense que c'était essentiel pour eux de se positionner sur ce segment de marché-là, en tout cas. Oui, ils rachètent quelqu'un qui a déjà un pied et une renommée, en fait, au niveau du tracking d'activité. C'est-à-dire qu'autant que, Google, on peut leur tirer dessus pour tout ce qui est les watch, ils ont déjà racheté Fossil pour ça, donc on attend les annonces là-dessus qui vont sortir. Mais au niveau du tracking d'activité, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu à la ramasse derrière. Donc, ils le font, mais ça reste très basique. Et qui c'est qui aujourd'hui est en pointe sur ça, et notamment via sa montre connectée, c'est Apple, avec sa watch. Clairement. Et clairement, là, le Google se positionne pour venir concurrencer Apple sur ce marché-là, du tracking d'activité, effectivement. Donc là, Apple, c'était par la watch. Là, il s'associe, comme tu dis, avec une société de renom. Et donc, on peut s'attendre très rapidement à un enrichissement de la gamme et à démultiplier les possibilités de ce que pouvait proposer Fitbit. Donc, alors, j'espère surtout qu'ils vont faire perdurer l'écosystème actuel de Fitbit. Ah oui. Parce que j'en ai une petite partie, indépendamment des Apple Watch que j'ai, donc une balance notamment. Ouais. J'ai des petits trackers aussi qui me restent. Les enfants s'amusent avec surtout. Donc j'aimerais bien qu'ils maintiennent ça en fait, qu'ils l'intègrent dans leur écosystème et qu'ils le maintiennent malgré tout. Mais bon. Après, c'est Google, donc on peut toujours se poser la question de dire tiens, là on est tracker d'activité, on va avoir des données de santé, ciblage publicitaire, voilà. Ouais, données de santé, c'est sensible, c'est données sensibles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On est bien d'accord.
Toujours, bon, voilà, on s'inquiète toujours sur ce type de sujet-là. Donc, si maintenant, si vous avez une Fitbit et qu'on vous propose maintenant des régimes minceurs, c'est que visiblement, elle a envoyé vos informations à Google et que vous avez besoin de faire un régime. Donc, ça serait peut-être dans les possibilités pour la suite. Mais bon, je pense quand même que en ce moment quand même, comme sur tout ce qui est vie privée, respect de vie privée ou autre, c'est pas du tout de leur intérêt d'aller se positionner là-dessus, de communiquer là-dessus, et bon, je pense qu'ils seront quand même raisonnables sur ce sujet-là. Enfin, j'espère, on va dire. Je croise les doigts là-dessus en tout cas. T'as l'air plus partagé. Bah, non, ils ont pas intérêt en fait à se vautrer là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont déjà pas très bien placés, Google, hein, sur la partie smartwatch et tracker activité. Il faudrait pas qu'ils fassent n'importe quoi avec. Donc là, ils ont déjà l'OS, ils ont déjà la plateforme, ils ont une petite fenêtre de tir, ils ont 2 partenaires de renom maintenant, enfin qu'ils ont racheté, Fossil et Fitbit. Ils ont toutes les clés en main pour sortir une vraie concurrente à l'Apple Watch en fait. Autant sur l'aspect watch que l'aspect tracker. Donc là maintenant, on peut pas on peut pas les excuser sur quoi que Non. ce soit. Voilà, on les attend en tournant. Ceux qui étaient dans la liste pour le rachat aussi, c'était Facebook. Donc il y a eu une bataille entre Facebook et Google pour le rachat et Facebook n'a pas surenchéri en tout cas. Ouais, bon. Je sais pas ce qu'ils en auraient fait. Là pour le coup. Là, exactement. Moi, Portal, t'en parlais tout à l'heure, mais la visioconf avec Facebook qui a une caméra et un micro chez moi. Là, je l'imagine pas. Bon, je l'entends plus avec Google. Je pense que ça aurait été très compliqué pour Facebook. Donc, d'arriver à se positionner sur le marché, en tout cas avec ces produits-là, au moins pour ceux initiés, en tout cas à la tech. Voilà. Bien, bah écoute, affaire à suivre. C'était très intéressant comme rachat, en tout cas. Ouais. On remercie juste avant de conclure l'émission Zetoun pour son soutien avec ses 100 bits qui nous a donné ça en live dans la chatroom de Twitch et ZanFR qui a renouvelé son abonnement Twitch Prime. Merci à vous. Si vous souhaitez nous retrouver, eh bien ça se passe principalement sur Twitter. Vous avez nos pseudos ici, nos handles, puisque ça s'appelle comme ça. @ChrisKamikas, c'est moi. @BertrandInnov, petit nouveau, qui change de nom. Ouais, sur Twitter également. Et puis, si vous souhaitez nous soutenir, donc vous avez plein de possibilités maintenant. Soit vous êtes abonné Freebox Delta, mais vous avez un compte Amazon Prime, on vous l'a dit, avec un compte Twitch Prime, et vous pouvez du coup nous soutenir sur Twitch, allez-y. Vous avez toutes les infos sur notre site. Sinon, si vous souhaitez nous soutenir d'un autre moyen, vous pouvez le faire sur Tipeee, tipeee.com/stdrenegade. Vous avez plusieurs paliers de soutien, dont un tout petit palier qui commence pas très haut, qui vous permet de rejoindre la communauté sur Slack pour discuter avec nous et tout le reste des gens qui nous soutiennent dans cet espace très chaleureux, vous verrez. Si vous voulez voir d'autres choses que nous produisons, ça se passe sur studiorenegade.fr. Vous allez voir l'agenda, notamment avec tous les prochains streams en live, d'ailleurs, qui vont commencer il n'y a pas plus tard que 5 minutes. Puisqu'on a un petit peu débordé. Stream de jeu bientôt, pour ceux qui sont en live. Et sinon, pour ceux qui sont en replay sur YouTube, n'hésitez pas à venir nous faire coucou en live dans la chatroom de Twitch pour interagir avec nous. Merci à vous et on vous dit à la semaine prochaine. Exactement. Ça marche. Ciao, ciao.